Dans une guerre de puissance de feu, la victoire devrait logiquement appartenir à celui qui en possède le plus. Pourtant, en janvier 1943, au cœur de la jungle de Guadalcanal, la machine de guerre américaine, la plus formidable du monde, était paralysée. Ces milliers de soldats, armés du fusil semi-automatique M1 Garand, une merveille d'ingénierie capable de déverser un torrent d'acier, se retrouvaient impuissants. Ils possédaient la force, la technologie et le nombre, mais ils mouraient en silence, un par un, fauchés par un ennemi qu'ils ne voyaient jamais. La doctrine militaire, fondée sur la supériorité matérielle, s'effondrait face à une vérité paradoxale. Dans cet enfer vert, la puissance de feu ne servait à rien. La victoire n'appartiendrait pas au plus fort, mais à celui qui comprendrait les règles d'un jeu différent. Cette histoire n'est pas celle d'une grande bataille remportée par des stratégies audacieuses ou des technologies révolutionnaires, c'est l'histoire d'une rupture, de la transgression d'une règle fondamentale qui a permis de briser une impasse sanglante. Nous allons révéler comment la solution à une énigme tactique qui coûtait des centaines de vies ne se trouvait pas dans les manuels militaires ou dans les ordres des généraux, mais dans l'esprit d'un seul homme qui a osé penser différemment. Au terme de ce récit, vous comprendrez le principe caché derrière cette paralysie et comment un acte d'insubordination, une décision jugée irrationnelle par un système rigide, est devenu le seul chemin logique vers la survie et la victoire. Une vérité psychologique sur la nature de l'adaptation face à l'absurdité. Guadalcanal n'était pas un champ de bataille, c'était un organisme hostile. L'air, saturé d'une humidité proche de 100%, pourrissait les vêtements sur la peau des soldats et rouillait leurs armes en quelques heures. Des pluies torrentielles transformaient chaque sentier en un bourbier qui aspirait les hommes et leur équipement. La jungle elle-même était une forteresse végétale, avec une visibilité souvent inférieure à 20 mètres, créant un sentiment d'isolement total et de claustrophobie permanente. Dans cet environnement, la supériorité numérique et technologique américaine s'évaporait. Chaque patrouille quittant le périmètre sécurisé de l'aérodrome Henderson Field ne pénétrait pas en territoire ennemi. Elle était avalée par un prédateur qui annulait toutes les certitudes de la guerre conventionnelle et transformait les soldats en proie. La force qui dominait cette jungle n'était pas une armée, mais un réseau, un système décentralisé et invisible de tireurs d'élite japonais, parfaitement camouflés, maîtres de leur environnement. Ils ne cherchaient pas à conquérir du terrain ou à remporter des engagements directs. Leur objectif était psychologique, paralyser l'ennemi par la peur. Chaque bruit de branche cassée, chaque ombre mouvante pouvait dissimuler un tireur. Ils infligeaient des pertes constantes, imprévisibles, frappant les officiers, les médecins, les radios. Ils transformaient la simple mission de reconnaissance en un pari mortel, sapant le moral et rendant toute progression impossible. Cette force d'opposition n'était pas une ligne à briser, mais un poison qui s'infiltrait dans les veines de l'armée américaine, la tuant lentement, de l'intérieur. Face à cette menace asymétrique, le système militaire américain répondait avec la seule logique qu'il connaissait, une force massive et standardisée. La doctrine tactique du « fire and maneuver » était appliquée à la lettre. Des escouades entières progressaient en déversant des chargeurs de M1 Garand dans la végétation, un vacarme assourdissant pour supprimer un ennemi qui ne le localisait jamais. C'était un rituel de puissance, une démonstration de force aveugle qui ne faisait qu'annoncer leur position à des fantômes. Le système, rigide et confiant dans ses procédures, considérait toute approche non conventionnelle avec méfiance. L'initiative individuelle était proscrite, l'équipement non réglementaire interdit. La solution à l'échec n'était jamais de changer la méthode, mais d'appliquer la même méthode avec plus d'intensité. Le résultat de cette doctrine inadaptée était un cycle de frustration et de mort. Une patrouille avance, fait du bruit, tire à l'aveugle. Soudain, le claquement sec et isolé d'un fusil Arisaka déchire l'air. Un homme tombe, une balle unique et précise ayant trouvé sa cible. Le reste de l'escouade se jette sous sol, cherchant désespérément l'origine du tir, mais ne voit rien d'autre qu'un mur de feuilles impénétrable. Ils sont cloués sur place, terrifiés, incapables d'avancer ou de reculer. Tenter de récupérer le blessé expose d'autres hommes. Répliquer est inutile car ils ne savent pas où viser. Le protocole dicte une conduite précise, mais dans cette jungle, le protocole n'est qu'un chemin balisé vers d'autres pertes. L'échec n'est plus un accident, il est devenu la norme. Le conflit était donc devenu inévitable, non pas entre deux armées, mais entre deux logiques. D'un côté, un système industriel puissant, mais aveugle, s'accrochant à une doctrine conçue pour des champs de bataille européennes. De l'autre, un système organique, adaptatif et invisible qui avait transformé l'environnement lui-même en une arme. La question qui hantait chaque officier sur Guadalcanal n'était plus comment gagner, mais comment cesser de perdre. La réponse ne viendrait pas de la hiérarchie ou de l'arsenal. Elle reposait sur un savoir interdit, une compétence civile méprisée par l'institution militaire, considérée comme l'outil d'un braconnier et non d'un soldat. L'histoire qui suit est celle de l'homme qui possédait cette compétence et qui allait devoir désobéir pour survivre. Janvier 1943. Guadalcanal n'est pas un champ de bataille. C'est une entité vivante et hostile qui dévore les armées. La jungle, une masse végétale impénétrable, réduit la visibilité à moins de 20 mètres, transformant chaque patrouille en une plongée dans l'inconnu. L'air, saturé d'une humidité suffocante, fait pourrir les uniformes sur la peau et couvre les fusils d'une couche de rouille en quelques heures. La boue est un ennemi à part entière, un bourbier qui engloutit les hommes et leur matériel, rendant chaque pas une lutte épuisante. Dans cet enfer vert, la supériorité technologique américaine se dissout. L'isolement n'est pas seulement physique, il est psychologique, coupant les unités de tout soutien et les laissant seuls face à un prédateur invisible.
Le système militaire américain qui opère ici est une machine doctrinale, rigide et aveugle à son environnement. La vie quotidienne est un cycle absurde et meurtrier. Chaque matin, des patrouilles quittent le périmètre sécurisé, non pour conquérir, mais pour subir des pertes sans le moindre gain tangible. La normalité est devenue un état de siège permanent, où chaque craquement de branche est une annonce de mort potentielle. Les soldats obéissent aux ordres, nettoient leurs armes réglementaires en attendant le prochain assaut, sachant au fond d'eux-mêmes qu'il est voué à l'échec. La machine continue de tourner, indifférente à son inefficacité, car le respect de la procédure est devenu plus important que l'obtention de résultats. L'échec est la norme. La logique qui gouverne cette machine est d'une simplicité brutale. La victoire s'obtient par la supériorité écrasante de la puissance de feu. Pour le commandement, chaque problème tactique a une seule solution, l'application d'une force massive et concentrée. Des barrages d'artillerie, des assauts en nombre, un déluge d'acier. La standardisation de l'équipement et de l'entraînement n'est pas seulement une question de logistique, elle est érigée en dogme, la clé supposée de l'efficacité opérationnelle. L'objectif officiel est de nettoyer l'île, mais l'enjeu réel, non avoué, est de valider cette doctrine. Il s'agit de prouver que la puissance industrielle américaine peut et doit triompher de tout, même d'un ennemi qui refuse de jouer selon ses règles. Cette doctrine est protégée par un ensemble de règles formelles, une cage de fer qui étouffe toute tentative d'adaptation. La chaîne de commandement est absolue. Un ordre n'est pas discuté, il est exécuté. Les protocoles de combat sont immuables. La tactique Fire and Maneuver, conçue pour les plaines d'Europe, est appliquée sans discernement. Elle repose sur un feu de suppression massive pour permettre à l'infanterie d'avancer. Toute initiative individuelle est non seulement découragée, mais formellement proscrite. Le tir de précision, avec une lunette, est considéré comme une spécialité de niche, une excentricité inutile dans le chaos de la jungle, bien trop lente face à la cadence de tir glorifiée du M1 Garand semi-automatique. Au sein de ce système, la conformité matérielle est une loi sacrée. Seul l'équipement réglementaire, fourni par l'intendance, est autorisé. L'introduction d'une arme personnelle, non standard, n'est pas une simple infraction, c'est un acte de sédition, une remise en cause de l'autorité et de la sagesse de l'institution. C'est une violation grave du règlement militaire, passible des sanctions les plus sévères. L'insubordination ou l'utilisation d'un fusil civil peuvent mener un soldat directement en cour martiale, sous l'accusation de mise en danger de son unité. Car dans la logique de l'armée, un équipement non standardisé est un facteur de désordre, une faiblesse qui menace la cohésion et l'efficacité de l'ensemble du mécanisme de combat. Au-delà des règles écrites, une culture de la méfiance et du conformisme règne en maître. Une pression sociale intense s'exerce sur chaque soldat pour qu'il rentre dans le moule. Celui qui s'écarte de la norme par ses méthodes ou son équipement est immédiatement perçu comme un loup solitaire, un élément imprévisible et donc dangereux. Ses compétences civiles, comme l'expérience de la chasse, sont dévalorisées, tournées en dérision. Son fusil personnel serait qualifié de jouet de catalogue ou d'outil de braconnier, indigne d'un vrai soldat. Avant même la sanction officielle, l'ostracisme s'installe, ses camarades l'ignorent, ses supérieurs le harcèlent. Il devient un paria dont la vie est systématiquement écartée, un fantôme au sein de sa propre unité. Les gardiens de cette orthodoxie sont les officiers du commandement, des hommes formés dans les prestigieuses académies militaires comme West Point. Leur carrière, leur identité et leur vision du monde sont entièrement construits sur la doctrine officielle. Pour eux, admettre une faille dans le système reviendrait à admettre leur propre échec. Le pouvoir est maintenu par l'autorité du grade, la force de la tradition et une croyance inébranlable dans la infaillibilité de leur méthode. Cette doctrine a fonctionné ailleurs, elle est donc la seule bonne façon de faire la guerre. Le système est protégé par sa propre hiérarchie, un appareil logistique qui ne fournit que du standard et un corps de sous-officiers dont le rôle est d'imposer la discipline. L'équilibre qui en résulte est une impasse sanglante, un équilibre de terreur et d'attrition. Les forces américaines tiennent solidement leur périmètre défensif, mais sont totalement incapables de progresser. Le réseau de tireurs d'élite japonais, invisible et mortel, contrôle la jungle, infligeant des pertes quotidiennes qui paralysent toute initiative. Pour le haut commandement, cette situation n'est qu'un contretemps frustrant. Ils sont convaincus que la solution viendra, comme toujours, de la force brute. Plus de renforts, plus d'artillerie, un bombardement naval dévastateur. L'idée qu'une solution puisse émerger d'une rupture tactique, d'une approche radicalement différente venant d'un simple soldat, n'est même pas une pensée envisageable. C'est une impossibilité conceptuelle. Pourtant, sous sa façade monolithique, le système est rongé par une fragilité invisible. Toute sa doctrine repose sur un présupposé jamais remis en question. L'ennemi est une force conventionnelle qui peut être localisée, fixée et détruite. Or, l'ennemi à Guadalcanal n'est pas une ligne sur une carte, c'est un système organique, décentralisé, qui a fusionné avec l'environnement. L'armée américaine est structurellement aveugle à cette menace asymétrique. Sa confiance excessive dans sa supériorité matérielle a engendré un mépris pour l'adaptation. L'ensemble de son modèle tactique s'effondre car il dépend d'une seule condition, la visibilité. En rendant la localisation impossible, le réseau de snipers japonais a retiré le grain de sable qui paralyse tout l'engrenage. Au milieu de cette machine de guerre impersonnelle se trouve un homme qui n'aurait jamais dû être là. Le sergent Frank Mitchell n'est pas un produit de West Point, mais des forêts denses des Appalaches. Il a grandi dans un monde de silence où la survie ne dépendait pas de la puissance de feu, mais de la patience, de l'observation et d'une compréhension intime de l'environnement.
Pour lui, la forêt n'était pas un obstacle à conquérir, mais un langage à déchiffrer. Il a appris à lire les traces invisibles, à interpréter le chant des oiseaux et à se fondre dans le décor jusqu'à disparaître. Cette connaissance, acquise non pas dans les manuels militaires, mais par une nécessité ancestrale, fait de lui un anachronisme vivant, un chasseur au milieu de soldats. Dans l'armée, cette nature silencieuse et observatrice est perçue comme un défaut. Mitchell est un soldat inadapté, un homme qui pense trop et parle trop peu. Il n'a pas l'agressivité collective, cette confiance aveugle dans l'action de masse que l'on attend de lui. Il regarde ses camarades déverser des chargeurs entiers dans la jungle avec un sentiment de futilité. Son instinct de chasseur lui crie que ce bruit est une invitation à la mort, une annonce de leur position à un prédateur qui, lui, écoute. Cette dissonance entre ce qu'il sait d'être vrai et ce que le règlement lui impose de faire a creusé un fossé entre lui et ses pairs. Il est physiquement présent, mais son esprit opère selon des règles différentes, celles de la nature. Sa compétence unique est une extension directe de son origine, un talent quasi surnaturel pour le tir de précision. Mais il ne s'agit pas de la discipline statique du stand de tir militaire. C'est l'art de la traque, qui consiste à calculer le vent, à compenser la chute de la balle sur centaines de mètres et, surtout, à ne faire qu'un avec son fusil. Cette arme n'est pas le M1 Garand réglementaire, bruyant et imprécis à distance. C'est un fusil de chasse Winchester modèle 70, doté d'une lunette de visée Unertel, qu'il a fait venir de chez lui. Une arme civile, précise, lente et silencieuse. Un outil de braconnier, une hérésie aux yeux de l'institution, mais pour lui, la seule réponse logique à la menace qu'ils affrontent. Le conflit interne qui le déchire est d'une simplicité brutale, obéir ou survivre. Chaque ordre d'avancée en formation bruyante est pour lui une condamnation à mort pour les hommes sous son commandement. Il est loyal, il veut protéger ses frères d'armes, mais il est convaincu que la loyauté vers la doctrine est une trahison vers les hommes. Le règlement militaire lui dicte une conduite suicidaire, tandis que son expérience de chasseur lui offre une voie vers la survie. Chaque jour, il est confronté à ce dilemme. Doit-il rester un bon soldat et regarder ses hommes mourir, ou devenir un paria en suivant la seule logique qui ait un sens dans cet enfer vert? Cette question n'est pas tactique, elle est morale. Cette tension éclate régulièrement en micro-conflit avec sa hiérarchie. Lors d'un briefing avant une patrouille, son lieutenant expose le plan standard, progression rapide avec tir de suppression. Mitchell, d'une voix calme, propose une alternative, une infiltration lente, en silence, en utilisant les crêtes pour observer avant de bouger. La réponse du lieutenant est cinglante, publique et humiliante. « Sergent, nous ne sommes pas ici pour chasser le cerf, nous sommes des Marines, nous avançons et nous détruisons. » Chaque tentative de sa part pour introduire une once de rationalité est perçue comme une remise en question de l'autorité, un signe de peur ou d'insubordination. Il est systématiquement réduit au silence, son expertise transformée en preuve de son incompétence militaire. Son fusil Winchester devient alors le symbole de sa rébellion silencieuse. Il le garde caché au fond de son pactage, démonté et enveloppé dans une toile huilée, comme un secret honteux. La nuit, loin des regards, il le remonte, le nettoie et l'entretient avec un soin religieux. Ce rituel n'est pas seulement technique, il est psychologique. C'est un acte de préservation de sa propre identité face à une machine qui cherche à l'effacer. Cette arme non réglementaire est la matérialisation de sa dissidence, la preuve tangible qu'il existe une autre logique, une autre vérité. En prendre soin, c'est refuser de capituler. C'est maintenir en vie la seule compétence qui pourrait réellement faire une différence dans cette guerre. Le poids de ce savoir interdit est écrasant. Mitchell est un Cassandre moderne, un homme qui voit la catastrophe arriver, mais que personne n'écoute. L'isolement qu'il ressent est plus profond que celui de la jungle. Il est entouré de camarades, mais il est seul avec sa lucidité. Il voit les jeunes recrues, pleines d'une confiance mal placée dans leur équipement, et il sait qu'elles sont des proies. La frustration de détenir la solution, tout en étant contraint à l'impuissance, le ronge de l'intérieur. Son conflit n'est plus seulement avec le système, mais avec lui-même. Chaque perte dans son unité est une blessure personnelle, un rappel de son échec à convaincre, de son incapacité à briser le mur de la doctrine. L'échec répété de la doctrine officielle ne fait qu'aggraver la situation, poussant le commandement à appliquer les mêmes tactiques avec encore plus de fureur. Les pertes augmentent de façon exponentielle. Pour Mitchell, la situation atteint un point de rupture. Il comprend que le système ne se réformera pas, il ne s'adaptera pas, il est conçu pour persister dans l'erreur jusqu'à l'épuisement total. Il réalise qu'il va devoir faire un choix définitif, un choix qui ne sera pas seulement une désobéissance, mais une rupture fondamentale avec tout ce que l'armée représente. La prochaine patrouille ne sera pas comme les autres. Il sait qu'il devra choisir entre son uniforme de soldat et son âme de chasseur. Le point de rupture survient lors d'une patrouille de routine, menée selon les protocoles absurdes imposés par le commandement. Les squads de Mitchell avancent bruyamment, une cible mouvante et aveugle dans un labyrinthe vert. Soudain, le claquement sec et isolé d'un fusil Arizaka déchire les rumides. Un jeune soldat, à peine sorti de l'adolescence, s'effondre sans un cri, une tache rouge s'élargissant sur sa poitrine. Il était juste à côté de Mitchell, lui parlant de sa ferme d'An Ohio quelques secondes plus tôt. Les squads se jettent au sol, paralysés par la peur, tandis que Mitchell reste figé, le regard fixé sur le corps sans vie. La mort n'est plus une statistique, elle a un visage. Pour lui, le système n'a pas seulement échoué, il est devenu un complice de meurtre. La réaction de l'escouade est pavlovienne, dictée par la doctrine, un déluge de tirs de suppression à l'aveugle dans la végétation. Le vacarme est assourdissant, inutile, une pure décharge d'adrénaline et de frustration. Le lieutenant hurle des ordres contradictoires, ajoutant la confusion. Mais Mitchell, lui, est ailleurs. Son esprit de chasseur a déjà analysé la trajectoire, l'écho du tir, l'angle de la chute. Il a repéré une anomalie, une ombre à peine perceptible dans la fourche d'un immense bagnard de 200 mètres de là, un nid de sniper parfait. L'orgue est de tenir la position, d'attendre. Mais l'instinct du pied que chaque seconde d'attente est une invitation à une autre balle. Il prend une décision qui scelle son destin.
Ignorant les hurlements de son lieutenant, Mitchell rampe en arrière, s'éloignant de la ligne de feu chaotique. Il ne dit rien, ne demande aucune permission. Il disparaît dans les fougères épaisses avec la fluidité silencieuse d'un prédateur. C'est son premier acte de désobéissance ouverte et totale. Il ne cherche pas à fuir, mais à contourner. Il utilise le terrain non comme un obstacle, mais comme un allié, se déplaçant le monde en ravin qui lui dissimule la vue de l'ennemi. Armé de son aimant garant de réglementaire, il sait qu'il est désavantageux, mais s'il parie sur l'effet de surprise. Son objectif n'est pas seulement de neutraliser une menace, mais de prouver que sa logique est la seule qui pourrait réellement faire ici. Il atteint une position sur le flanc du tireur japonais. Le silence de la jungle est revenu, seulement troublé par les cris lointains de son unité. Il attend, immobile, pendant de longues minutes qui semblent des heures. Puis, il voit un mouvement. Une silhouette se détache brièvement de l'écorce de l'arbre. Mitchell, épaule sans garante, retient sa respiration et fait feu. La détonation est assourdissante dans le camp retrouvé. Il ne sait pas s'il a touché sa cible, mais le silence qui suit est une réponse. Le feu ennemi a cessé. Quand il rejoint son escouade, il n'est pas accueilli en héros. Le soulagement sur le visage des soldats est éclipsé par la fureur d'un dieu légion de Mexo. Il a sauvé des vies, mais il a brisé la règle sacrée. De retour au camp, la confrontation est immédiate et brutale. Le lieutenant le traîne devant le capitaine, l'accusant d'insubordination, de rupture de formation et de mise en danger de l'unité. Le sergent a agi comme un franc-tireur, mon capitaine. Il a abandonné sa position. Mitchell tente d'expliquer sa démarche, la logique de la traque, la nécessité de penser comme l'ennemi. Ses arguments sont balayés d'un revers de main. Pour la hiérarchie, son succès est un détail sans importance face à sa transgression. Il a remis en cause l'autorité. Il reçoit une réprimande officielle, est consigné à la base et menacé de cour martiale à la prochaine incartade. Le système a puni la solution, renforçant ainsi le problème. L'incident, loin de provoquer une remise en question, pousse le commandement à s'enfermer davantage dans sa doctrine. La désobéissance de Mitchell est perçue comme un symptôme de l'effritement du moral, un danger qui doit être éradiqué. La réponse est donc une démonstration de force. Un assaut de plus grande envergure est planifié dans le même secteur, avec pour objectif de nettoyer la zone par le feu et la masse. Pour le commandement, il s'agit de prouver que la méthode officielle, appliquée avec suffisamment de vigueur, finira par l'emporter. Pour Mitchell, qui observe les préparatifs depuis sa punition, cette décision est une condamnation à mort collective. Ils ne vont pas nettoyer la jungle, ils vont nourrir le cimetière. Pendant ces jours de corvée, Mitchell est rongé par un sentiment d'impuissance. Il voit les jeunes remplaçants arriver, leur regard encore plein d'une confiance naïve dans leur équipement et leurs officiers. Il sait qu'il les envoie à la boucherie. Son conflit interne atteint un paroxysme. La loyauté envers le règlement est devenue une trahison envers les hommes qu'il est censé protéger. La nuit, il sort son Winchester modèle 70 de sa cachette. L'arme est une extension de lui-même, la matérialisation de son savoir interdit. La caresser, la nettoyer, c'est entretenir la flamme de la seule rationalité possible. Il comprend qu'il ne peut plus rester passif. Il doit choisir entre être un bon soldat et être un homme juste. La veille de l'assaut, un autre sergent, un ami, vient le voir discrètement. Son visage est blême. « Frank, tout le monde pense que c'est une mission suicide. On va droit dans un piège. Tu avais raison l'autre jour. Mais si on dit quelque chose, c'est la cour martiale. » Cette confession est l'étincelle finale. Mitchell comprend que son savoir n'est pas un fardeau solitaire, mais une responsabilité partagée. Le silence n'est plus une option, c'est de la complicité. Il doit agir, non plus pour prouver qu'il a raison, mais pour sauver ces hommes qui, comme lui, sont prisonniers d'un système aveugle. Sa décision est prise. Elle sera irrévocable. Un acte de sédition pour empêcher un massacre. Quelques heures avant l'aube, alors que le camp est plongé dans un sommeil agité, Mitchell quitte sa tente. Il ne prend pas son M1 Garand, mais son Winchester, assemblé et prêt à l'emploi, avec sa lunette Unertel. Il laisse un mot expliquant qu'il ne déserte pas, mais qu'il part en reconnaissance non autorisée pour couvrir le flanc de l'attaque. C'est un mensonge fragile pour une vérité plus profonde. Il se glisse hors du périmètre, utilisant des sentiers que seuls les animaux et lui connaissent. Il est maintenant seul, en rupture totale avec la machine militaire. Il n'est plus un sergent de l'armée américaine. Il est redevenu un chasseur, opérant selon ses propres règles, sur le territoire du prédateur. Il progresse rapidement dans l'obscurité, se déplaçant avec une efficacité que des mois de patrouille réglementaire lui avaient fait oublier. Il ne se dirige pas vers l'objectif de l'assaut, mais vers une crête qui le surplombe, un point d'observation stratégique que les cartes militaires ignoraient. Alors que les premières lueurs du jour filtrent à travers la canopée, il est en position. Avec sa lunette, il scanne la vallée où la compagnie doit avancer. Et il les voit. 3 nids de mitrailleuses dissimulés et les silhouettes fantomatiques de plusieurs tireurs d'élite se mettent en place. L'embuscade est parfaite. En contrebas, il entend le bruit lointain des troupes américaines qui commencent leur progression. Il est seul entre son armée et son anéantissement. À travers la lunette Unertel, le monde de Mitchell se réduit à un cercle de clarté terrifiante. En bas dans la vallée, il voit ces hommes, des silhouettes vertes et maladroites qui progressent avec une confiance aveugle droit vers le gueule du loup. Ils sont la doctrine en marche, bruyants, prévisibles, condamnés. Plus haut, sur les flancs opposés, il voit l'autre logique à l'œuvre, des ombres immobiles, parfaitement intégrées à l'environnement, patientes, des prédateurs. Le dilemme qui le torture n'est plus une abstraction philosophique, c'est une image. D'un côté, son devoir de sergent qui lui ordonne de rester un rouage silencieux de la machine. De l'autre, son instinct de chasseur qui lui crie que cette machine est un broyeur de chair humaine. Il pèse les conséquences de l'inaction. Ne rien faire, c'est obéir, c'est laisser le plan se dérouler comme prévu. L'embuscade se déclenchera, un enfer de feu et d'acier s'abattra sur sa compagnie. Des dizaines d'hommes mourront. Ensuite, un rapport sera rédigé, blâmant la résistance fanatique de l'ennemi. Lui, s'il survit, pourra dire qu'il a suivi les ordres. Il conservera son grade, son uniforme, sa place dans le système. Mais le visage du jeune soldat tué quelques jours plus tôt lui revient en mémoire. Rester loyal à la doctrine, c'est devenir complice. C'est accepter un marché où sa survie physique s'échange contre sa mort morale. C'est un coût qu'il ne se sent plus capable de payer. Alors il envisage l'action, l'acte de trahison ultime. Il ne peut pas les prévenir. Le temps manque et sa parole n'a aucun poids. La seule action possible est d'ouvrir le feu, seul,
depuis une position non autorisée avec une arme non réglementaire. Ce serait une rupture totale. Aux yeux de ses supérieurs, il ne serait pas un sauveur, mais un fou, un déserteur qui a ouvert le feu sans ordre, compromettant toute l'opération. S'il échoue, il sera le bouc émissaire parfait. S'il réussit, son succès même sera la preuve de son insubordination. La cour martiale est une certitude. Il perdrait tout, sa carrière, sa liberté, l'honneur qu'il a toujours cru servir. Il deviendrait un paria, un fantôme renié par l'armée qu'il tente de sauver. Le bruit de ces hommes se rapprochant, le cliquetis métallique d'un équipement, agit comme un détonateur. Son regard se fige sur une silhouette dans l'un des nids de mitrailleuses. Un officier japonais lève une main, s'apprêtant à donner le signal. Dans cet instant suspendu, le conflit interne de Mitchell s'effondre. Le système n'est plus une entité abstraite et faillible, c'est un mécanisme de suicide collectif dont cet officier ennemi est le déclencheur. L'identité du sergent, construite sur l'obéissance, se fracture et cède la place à celle du chasseur, fondée sur la survie et la responsabilité. La seule loyauté qui compte désormais est celle envers les vies des hommes dans la vallée, pas envers les règles qui les condamnent. La décision n'est plus un choix, c'est une nécessité. Le monde extérieur disparaît. Il n'y a plus que son souffle, le poids familier de la crosse du Winchester contre son épaule et la croix du réticule qui se stabilise sur la poitrine de l'officier japonais. Tout le bruit de la jungle, toute la confusion de la guerre, toute l'angoisse de son dilemme se fondent en un silence intérieur absolu. Il n'est plus le sergent Mitchell, il est un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Il exerce une pression lente et contrôlée sur la détente. Il n'y a pas de fureur, pas de haine, seulement une efficacité froide et calculée. Le coup part. Ce n'est pas le vacarme du M1 Garand, mais un claquement sec, presque chirurgical, qui se perd dans l'immensité verte. C'est le son d'une règle qui se brise. L'officier japonais s'effondre sans un bruit, sa main retombant avant d'avoir pu donner le signal. L'effet est immédiat, mais étrange. L'embuscade n'est pas déclenchée, mais elle est suspendue dans un état de confusion. Les autres tireurs japonais, surpris par ce tir venu d'une direction imprévue, hésitent. En bas, la compagnie américaine s'arrête net, les soldats cherchant instinctivement l'origine de cette détonation unique et inconnue. Mitchell n'a pas gagné la bataille. Il a fait quelque chose de bien plus important. Il a brisé le scénario. Il a introduit une variable que personne, ni l'ennemi ni son propre camp, n'avait anticipée. Pendant quelques secondes précieuses, la logique de la machine est paralysée. Il leur a offert une chance. Il ne s'arrête pas pour savourer ce moment. La décision est prise. Le retour en arrière est impossible. Son esprit opère déjà avec une clarté nouvelle, libéré du poids de l'obéissance. Il réarme son fusil avec un mouvement fluide et expert. Son regard balaie déjà la ligne de crête, identifiant la prochaine menace prioritaire, le servant de la mitrailleuse la plus proche. Il sait que chaque balle qu'il tire maintenant n'est pas seulement un acte de guerre contre l'ennemi, mais aussi un clou de plus dans le cercueil de sa carrière militaire. Il est seul, un renégat entre deux armées, et il n'a jamais été aussi certain d'être à sa place. Il n'est plus une victime du système. Il est devenu la faille qui va le faire s'effondrer. Le premier coup de feu de Mitchell ne déclenche pas une bataille. Il la fracture. Pendant une seconde interminable, le temps se suspend. En bas, la compagnie américaine se fige. Les têtes se tournent dans toutes les directions, cherchant la source de cette détonation unique et inconnue. En haut, les tireurs japonais, privés de leur signal, hésitent, leur plan d'embuscade parfait soudainement vicié par une variable imprévue. Cette confusion est la brèche que Mitchell attendait. Il ne leur laisse pas le temps de réfléchir. Avec un mouvement fluide et économique, il réarme son Winchester, son œil déjà collé à la lunette, balayant la crête opposée. Il n'a pas seulement interrompu le scénario, il a commencé à écrire le sien, avec une grammaire de précision mortelle. Son deuxième tir claque, presque identique au premier. La balle traverse de 100 mètres de jungle humide et frappe le servant de la mitrailleuse la plus proche en pleine poitrine. L'homme s'effondre sur son arme, la faisant taire avant même qu'elle ait pu tirer. Son assistant, stupéfait, tente de le remplacer, mais un troisième tir, quelques secondes plus tard, le fauche à son tour. Le nid de mitrailleuse qui devait être l'encre de l'embuscade est neutralisé en moins d'une minute. Pour les Japonais, la réalité est terrifiante. Ils ne sont pas face à une patrouille, mais à un fantôme invisible qui les démantèle pièce par pièce, appliquant leur propre tactique de terreur psychologique avec une efficacité glaciale. La réaction japonaise est désordonnée. Les tireurs d'élite restants comprennent qu'ils sont la cible d'un tireur supérieur, positionné dans leur angle mort. Ils ripostent, mais leurs tirs sont aveugles, un gaspillage de munitions contre un ennemi qu'ils ne peuvent localiser. Le camouflage qui les rendait invincibles devient leur prison, les clouant sur place. La logique de leur système, basée sur la surprise et l'invisibilité depuis une position préparée, s'effondre face à une logique supérieure, celle du prédateur qui a choisi un meilleur terrain de chasse. Mitchell n'a pas seulement égalé leurs compétences, il a retourné leur environnement, leur plus grand allié, contre eux. La jungle n'est plus leur forteresse, elle est devenue son champ de tir personnel. Dans la vallée, c'est la confusion totale. Le lieutenant, incapable de comprendre la situation, hurle des ordres contradictoires. À terre, identifiez la cible, faute suppression. Mais ces hommes ne savent pas où tirer. Les tirs ne viennent ni de l'avant ni des flancs attendus. Ils viennent d'en haut,
d'un endroit qui n'existe sur aucune carte tactique. La doctrine ne prévoit rien pour une telle situation. L'avancée suicidaire est stoppée net. Les soldats, obéissant à leur instinct de survie plutôt qu'aux ordres, se plaquent au sol, utilisant le moindre couvert. Ironiquement, la désobéissance de Mitchell a forcé la compagnie à adopter la seule posture sensée, l'immobilité. Il les a sauvés en paralysant leur propre machine de guerre. Libéré de toute contrainte, Mitchell devient l'incarnation d'une efficacité pure. Il opère avec une concentration absolue, un détachement chirurgical. Chaque cible est évaluée, priorisée et éliminée. Le deuxième nid de mitrailleuse est réduit au silence, puis le troisième. Il ne tire pas au hasard, chaque balle a un but précis. Il cible les officiers, les radios, les servants d'armes lourdes, décapitant la structure de commandement de l'embuscade. La supériorité numérique japonaise s'évapore face à la précision d'un seul homme. Le déluge de feu promis par la doctrine américaine est remplacé par une pluie de tirs unique et mortelle. La machine de guerre industrielle est éclipsée par le savoir-faire d'un artisan de la mort. Mais Mitchell n'est pas un dieu, il est un homme seul et exposé. Les tireurs japonais restants, des experts dans leur domaine, commencent enfin à trianguler sa position. Les balles se mettent à siffler autour de lui. Une première ricochette sur la roche à quelques centimètres de son visage, projetant des éclats de pierre qui lui lacèrent la joue. Une autre déchire le tissu de sa manche. La pression devient immense. Chaque fois qu'il ajuste sa position pour tirer, il s'expose. Il est engagé dans un duel mortel contre plusieurs adversaires invisibles. Le coût de sa décision n'est plus une abstraction future, comme la cour martiale. C'est une réalité immédiate, mesurée en millimètres et en fractions de secondes. Sa vie est le prix de chaque tir. Le point de rupture est atteint. Face à des pertes insoutenables et une menace qu'ils ne peuvent ni voir ni contrer, les survivants de l'embuscade japonaise craquent. L'ordre et la discipline se désintègrent. C'est la débandade. Des silhouettes fantomatiques abandonnent leur position et disparaissent dans la profondeur de la jungle. L'embuscade, si méticuleusement préparée, s'est transformée en un massacre unilatéral. En bas, le silence qui s'installe est lourd d'incrédulité. Les soldats américains, voyant l'ennemi en fuite, commencent une progression prudente. Ils découvrent les nids de tir, les corps des artilleurs et des officiers, chacun abattu d'une seule balle précise. La preuve de l'impossible est là, gravée dans la chair de l'ennemi. Sur la crête, l'écho du dernier tir se dissipe. Mitchell reste immobile, son fusil encore chaud dans ses mains. L'adrénaline qui l'apportait s'estompe, laissant place à une fatigue abyssale et au poids écrasant de ce qu'il a fait. Il a tué, désobéi, trahi son serment. Il a sauvé sa compagnie, mais il s'est exilé lui-même. Il regarde la vallée, ses frères d'armes qui avancent en sécurité grâce à lui, et il n'a jamais été aussi seul. Le silence de la jungle n'est plus menaçant, il est vide. Il a brisé les règles du système, et en retour, le système l'a brisé. Il est devenu un héros sans nom, un sauveur qui sera traité comme un criminel. Lorsque la patrouille de reconnaissance le trouve enfin, il n'offre aucune résistance. Il est assis, son Winchester posé à côté de lui, le regard perdu dans le vide. Le lieutenant arrive, le visage blême, un mélange de fureur, de confusion et d'un respect qu'il ne peut s'avouer. Ses yeux passent des corps ennemis en contrebas au fusil non réglementaire. La vérité est évidente, mais inacceptable. La doctrine a été humiliée, l'autorité bafouée. La survie de ces hommes ne peut excuser une telle transgression. Il s'approche de Mitchell, la mâchoire serrée. « Sergent Mitchell, dit-il d'une voix qui tremble à peine. Vous êtes en état d'arrestation. La victoire a été remportée. Le prix est maintenant exigé. » Le rapport officiel de l'incident fut un chef-d'œuvre d'ingénierie bureaucratique. Il décrivait qu'une opération de compagnie réussie, où une résistance ennemie tenace avait été neutralisée grâce à la manœuvre habile et au faux de suppression écrasant des forces américaines. Le nom du sergent Frank Mitchell n'apparaissait que dans une annexe, en référence à sa cour martiale pour insubordination grave, abandon de poste et utilisation d'une arme non réglementaire. Le système, dans sa logique implacable, ne pouvait admettre qu'une seule transgression individuelle avait sauvé une centaine d'hommes, là où sa doctrine entière avait échoué. Reconnaître le succès de Mitchell aurait été un aveu de sa propre faillite. La machine devait donc punir son sauveur pour préserver l'illusion de son infaillibilité. Mais sur le terrain, loin des machines à écrire du quartier général, une autre histoire se propageait, transmise à voix basse de tante en tante. Une légende. Celle d'un fantôme sur une crête, armé d'un fusil de chasse, qui avait démantelé seul une embuscade mortelle. Les hommes que Mitchell avait sauvés n'avaient pas vu un insubordonné, mais un protecteur. Ils avaient compris que sa désobéissance n'était pas un acte d'égoïsme, mais le plus grand acte de loyauté possible. Une loyauté envers les vies de ses frères d'armes supérieure à celle due à un règlement absurde. Pour eux, le Winchester Model 70 n'était plus un outil de braconnier, mais un instrument de salut. Le système avait rendu son verdict, mais les survivants avaient rendu le leur, transformant Mitchell en un mythe silencieux. L'impact structurel de cet acte isolé fut d'abord invisible, puis sismique. Les rapports de perte ne mentaient pas. Une opération non autorisée par un seul homme avait obtenu des résultats spectaculaires avec 0 perte, là où des assauts de compagnie se soldaient par des carnages. Face à cette évidence mathématique, le commandement, bien que ne l'admettant jamais publiquement, fut forcé de s'adapter. Quelques semaines plus tard, des programmes expérimentaux de Scout Sniper furent discrètement mis en place.
Des hommes au profil similaire à celui de Mitchell, des chasseurs et des tireurs d'élite civils, furent recrutés et équipés de fusils à lunettes. La doctrine n'a pas été abolie, mais contournée. Le système, incapable de se réformer, a simplement absorbé l'hérésie de Mitchell, la rebaptisant « innovation tactique ». Quant à Frank Mitchell, sa destinée fut le reflet de ce paradoxe. Reconnu coupable en cour martiale, sa condamnation fut étrangement clémente. Au lieu d'une peine de prison, il fut discrètement transféré loin du front, vers un camp d'entraînement en Nouvelle-Calédonie. Sa mission officielle, former les nouvelles recrues aux techniques de survie en jungle. Sa mission officieuse, jamais écrite mais comprise de tous, enseigner l'art interdit. Il devint le formateur en chef du programme de tireurs d'élite qu'il avait involontairement créé. Il était à la fois puni pour avoir brisé les règles et validé en étant chargé de transmettre son savoir transgressif. Il a perdu son honneur de soldat pour devenir l'architecte silencieux d'une nouvelle façon de survivre. À la lumière de ces événements, la paralysie initiale de la machine de guerre américaine à Guadalcanal prend un sens nouveau et plus profond. Ce n'était pas une impasse militaire, mais une crise cognitive. Le système n'était pas bloqué par la force de l'ennemi, mais par sa propre cécité doctrinale. Il était incapable de voir que la jungle n'était pas un champ de bataille européen et que l'ennemi n'était pas une armée conventionnelle. La puissance de feu n'était pas la solution, elle était le problème. L'acte de Mitchell n'a pas seulement été une manœuvre tactique réussie, ce fut une injection brutale de réalité dans un organisme qui vivait dans le déni. Une démonstration que l'adaptation d'un seul individu peut être plus puissante que la force brute d'une institution aveugle. L'histoire de Frank Mitchell révèle ainsi une vérité universelle sur la nature des systèmes et de la survie. Tout système, qu'il soit militaire, corporatif ou social, est conçu pour l'ordre et la prévisibilité. Mais la réalité est chaotique et imprévisible. Lorsque le fossé entre la carte et le territoire devient trop grand, la loyauté au système devient une trahison de la mission. La véritable résilience n'est pas de l'obéissance rigide aux procédures, mais de la capacité humaine à les transgresser par nécessité. La leçon finale est que le progrès, et parfois même la survie, ne dépendent pas de ceux qui appliquent les règles à la perfection, mais de ceux qui ont le courage de les briser au bon moment, pour les bonnes raisons.